Bonjour tout le monde, j'espère que vous alliez en bonne santé. Je me présente, je suis Bouhafna Fatma Zahra, étudiante en master didactique des langues et sciences du langage en première année à l'université Mohamed Ier à Oujda. À première vue, vous allez constater qu'on est perpétuellement mis dans le bain de l'apprentissage, mais aussi ça pourrait un jour qu'on devienne des enseignants. Et pour toutes ces raisons et bien d'autres, il faut prendre connaissance des différentes théories de l'apprentissage, parce que chacune disposant d'une logique et d'une cohérence. Ils sont parfois complètement divergentes. Donc, s'intéresser à ces théories nous permet de mieux comprendre les différents choix pédagogiques possibles pour pouvoir faire des hypothèses, pour mieux comprendre un manuel scolaire, pour mieux comprendre le psychique de l'élève, ainsi de suite. Pour cela, je vous invite à écouter avec attention cet enregistrement qui pourra vous servir par la suite. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que, après s'être constitué en tant que discours autonome sur l'homme, ses débuts étaient marqués par des origines nationales. La psychologie voit ces concepts, méthodes et objets d'étude dépasser les frontières pour devenir des théories psychologiques et des courants de pensée internationaux. Le behaviorisme, le gestaltisme et le cognitivisme en sont des exemples majeurs. Donc, les uns insistent par exemple sur les mécanismes innés qui définissent à l'avance ce que sera dans l'histoire de l'individu le rôle du milieu. Rôle, pour ainsi dire, simplement révélateur de potentialités strictement préprogrammées. D'autres mettent l'accent sur l'organisation de l'individu, sur les structures de son intelligence, de sa personnalité, de son inconscient, sans référence explicite à l'environnement. D'autres encore articulent le sujet agissant et le milieu dans lequel et sur lequel il agit, auquel il se heurte et duquel il reçoit des informations en retour qui l'amènent à corriger son action. C'est l'approche interactionniste dont Piaget est le représentant actuel le plus caractéristique. D'autres, enfin, accordent la primauté au milieu, qui provoque par le jeu des situations agissant mécaniquement les réponses de l'organisme, sorte de marionnettes sans mémoire génétique, sans structure, sans volonté. Ce serait là le point de vue des psychologies stimulus-réponse que l'on assimile généralement au courant behavioriste. En fait, il n'est pas sûr qu'il existe véritablement des psychologies stimulus-réponse pour soutenir cette conception simpliste. Donc, on va commencer par un premier chapitre concernant le behaviorisme, les conditions de la naissance du behaviorisme, quelques principes et quelques expériences faites par des psychologues. Je dirais que le premier modèle associationniste oriente le projet de la psychologie vers l'étude des comportements. À cette époque, cet objet d'étude s'avérait être le seul susceptible d'être appréhendé de manière objective, puisque l'étude des états mentaux fut délaissée par manque de moyens méthodologiques et théoriques pour le conceptualiser. Effectivement, le behaviorisme, qui est un terme venant de l'américain behavior, qui signifie comportement, il est un mouvement de la psychologie qui représente le comportement comme un objet d'étude et l'observation comme méthode et qui exclut de son champ tout ce qui n'est pas directement observable, comme par exemple la pensée. Né vers la fin du XIXe siècle, en réaction contre la psychologie introspectionniste et spiritualiste d'ordre biologique ou physiologique. Ce courant de recherche refuse les présupposés mentalistes de la psychologie philosophique qui a été dominée par un dualisme intérieur. Comme vous savez, il fait une distinction entre le monde privé, le monde intérieur des phénomènes mentaux et le monde extérieur, c'est le monde physique. Le behaviorisme au XXe siècle a été une réaction contre ce dualisme pour ne traiter que les manifestations comportementales des processus psychologiques en termes de stimulus et de réponses à l'environnement. Les réponses de l'organisme sont en fonction adaptative face au changement du milieu.
Il est en accord avec le positivisme et l'évolutionnisme ambiant. Des psychologues expriment leur volonté d'objectivité pour adopter dans l'étude de l'homme une attitude, une méthode déjà à l'œuvre en psychologie animale. D'ailleurs, la conception behavioriste est dérivée de la théorie darwinienne de l'évolution. En effet, au milieu du XIXe siècle, Charles Darwin suggéra que les caractéristiques mentales se trouvent à travers les espèces, comme les caractéristiques morphologiques. Les membres sont construits selon un même pattern général. Chez les mammifères, par exemple, de sorte que la patte chez un lézard et le bras humain contiennent les mêmes os et ont la même organisation générale. Si les hommes ressemblent tant aux autres animaux, nous devrions pouvoir mieux connaître nos vies mentales en étudiant les animaux. Cette théorie de l'évolution met en relief la façon dont les individus s'adaptent à leur environnement. En se basant sur cela, le behaviorisme interprète tout comportement, que ce soit humain ou bien animal, en termes de stimulus-réponse ou bien réaction. Le stimulus étant ce qui provient de l'extérieur de l'organisme et la réaction ce que cet organisme fait après avoir été stimulé. Le behaviorisme se propose en effet pour faire de la psychologie l'étude des lois qui régissent ces deux types d'observables, les stimulus et les réponses de l'organisme. Pour la psychologie behavioriste, il faut écarter tout recours explicatif à la vie intérieure, à la conscience, pour étudier scientifiquement le comportement des organismes vivants et leurs relations avec l'environnement. Donc, on va parler maintenant de la première génération du behaviorisme qui prône le conditionnement classique ou le conditionnement répondant. Donc, l'approche du conditionnement répondant représente la première génération du courant behavioriste dont Ebbinghaus, Thorndike et Pavlov sont les représentants majeurs. Il marque le début de l'étude scientifique des relations entre un organisme vivant et son environnement, selon le postulat que toute activité de l'organisme est une réponse réglée par des lois à l'action d'un agent déterminé du monde externe. Au début du XXe siècle, après le succès de l'étude d'Ebbinghaus sur la mémoire humaine, inspirée par l'idée de Darwin selon laquelle, comme on avait déjà mentionné, les capacités mentales humaines ont évolué à partir de celles des animaux plus simples, le célèbre physiologiste russe Ivan Pavlov et le psychologue américain Edward Thorndike développèrent des modèles animaux pour étudier l'apprentissage. Travaillant indépendamment, chacun découvrit une méthode expérimentale différente permettant de modifier le comportement. Pavlov découvrit le conditionnement classique et Thorndike découvrit le conditionnement connu sous le nom d'apprentissage par essai et erreur. Ces deux méthodes expérimentales furent à l'origine des études scientifiques de l'apprentissage et de la mémoire chez l'animal. Ebbinghaus, il rompt avec les méthodes introspectives et ouvre un nouveau champ de recherche en apportant la preuve de la possibilité d'atteindre les niveaux supérieurs du comportement humain, comme la mémoire et l'apprentissage par le biais de la méthode expérimentale. Alors que pour Thorndike, l'apprentissage se fait graduellement. La répétition d'une réponse conditionnée renforcée par un stimulus agréable tend à persister et celle d'une réponse suivie d'un stimulus désagréable tend à diminuer. Ici, il a parlé de la loi de l'effet. Il prétend qu'il doit y avoir répétition d'un comportement et apparition d'une récompense pour créer une habitude. L'apprentissage, il dépend du lien stimulus-réponse. Pour lui, de nombreux comportements résultent de ce type de procédé associatif. Quant à Pavlov, elle a effectué des expériences avec des chiens qui lui ont permis de mettre en évidence le processus du conditionnement répondant ou ainsi nommé classique qui s'effectue par l'association de deux stimulations, la nourriture et le bruit d'une cloche, selon le principe de contiguïté. Selon Pavlov, l'être vivant possède des réflexes élémentaires qui ne suffisent toutefois pas
à expliquer les comportements complexes manifestés par l'organisme vivant. Il existe donc des mécanismes différents, des réflexes qui doivent rendre compte de ces comportements complexes. Ces travaux s'inscrivent dans la perspective évolutionniste basée sur l'expérimentation animale. Il fonde son approche à la fois sur le modèle associationniste et sur l'étude des réflexes. De ce rapprochement découle son expérience la plus classique en 1897 au cours de son étude expérimentale sur le chien, basée sur le constat que la présentation de la nourriture entraîne un réflexe de salivation. Donc, pour mémoire, rappelons le principe. Chaque fois que l'on présente au chien un morceau de viande, il va saliver. On va associer à la nourriture un son ou bien un signal lumineux, et à ce à plusieurs reprises. Au bout d'un certain temps, le son ou bien le signal lumineux suffira seul à provoquer la salivation. Cette approche, il met en jeu les notions fondamentales suivantes. Le stimulus inconditionnel, la réponse inconditionnelle, le stimulus neutre, la réponse inconditionnelle. L'expérimentation pavlovienne sur l'animal série sur la réponse inconditionnelle de l'organisme. Par exemple, la présentation de la nourriture à un animal qui a faim entraîne chez lui le fait de saliver, fait qui sera traduit en termes de stimulus inconditionnel, c'est-à-dire la nourriture, et de réponse inconditionnelle, c'est-à-dire la salivation. Ce comportement est un comportement réflexe, c'est-à-dire qui fait partie du répertoire inné de l'organisme, ou en d'autres termes, fait référence à une connexion non apprise. De surplus, ces travaux pavloviens porteront également sur le couplage de stimulus neutres ou conditionnels au stimulus inconditionnel. En gardant le même exemple, la présentation de la nourriture qui est considérée comme un stimulus inconditionné sera jumelée au bruit d'une cloche qui serait un stimulus neutre dans une série répétée d'expériences. Donc, la première association entre la nourriture et la salivation donnera progressivement lieu à une nouvelle connexion, le son de la clochette et la salivation. Le chien, il a appris à associer le son de la cloche à l'apparition de la nourriture, et la nouvelle connexion qui en résulte sera celle de stimulus conditionné et la réponse conditionnée. Par ailleurs, ces principes de base de l'apprentissage du comportement impliquent une série de notions corollaires définissant le champ des expériences behavioristes par la notion de conditionnement d'ordre supérieur. Et il est fait référence à la possibilité d'un organisme de faire apparaître ou de développer de nouveaux conditionnements en partant de la formule stimulus conditionné et réponse conditionnée. La notion également de généralisation qui fait référence à l'extension de la réponse conditionnelle à de nouveaux stimulus présentant des similitudes avec le premier stimulus conditionné. Celle également de la discrimination des stimulus à la disparition d'un comportement généralisé dans certaines conditions. Celle d'extinction à la disparition d'un comportement issu du jumelage de stimulus. Lorsque le stimulus conditionné n'est pas accompagné de stimulus inconditionné, la notion même de contre-conditionnement qui implique une transformation des qualités dans un comportement conditionné. Enfin, les notions de privation et de rassasiement jouent un rôle dans l'efficacité des procédures de conditionnement. La salivation de nourriture, la privation de nourriture dans l'exemple du chien que nous avons vu précédemment est un critère d'efficacité de l'apprentissage de nouveaux comportements, alors que l'inverse, le fait que le chien soit rassasié, amoindrit la portée de l'expérimentation. À partir de cette expérience de base,
Pavlov et ses élèves explorèrent les propriétés de ces liaisons temporaires entre stimulus et réaction. Temporaire parce qu'ils sont, à la différence des réactions inconditionnelles, passibles d'extinction. Et il suffit pour cela généralement de cesser de les renforcer, c'est-à-dire de ne pas présenter le stimulus inconditionnel. Elles démontrèrent différents types de réactions conditionnelles, telles que la réaction de défense initialement liée à un stimulus douloureux et différentes lois relatives à leur généralisation, à leur différenciation et à leur inhibition. Pavlov s'attache à l'étude du comportement de l'organisme sous un rapport où l'environnement est déterminant par l'organisme. Ce dernier s'adapte à l'environnement, il est conditionné par lui et le conditionnement sera défini comme un ensemble de lois, mécanismes ou processus relatifs à la formation et au fonctionnement des liaisons conditionnelles. Donc l'objet d'étude est le comportement, c'est-à-dire des faits objectivables et non plus des états subjectifs appréhendés par le sujet lui-même. Mais quel reproche adresser à cette théorie? Dans le conditionnement répondant, le comportement est substitué à la conduite. L'idée de base est celle selon laquelle le psychisme n'a rien à voir avec la conduite. La conscience est reléguée au statut et non au fait. L'organisme humain est abordé de la même manière que l'organisme animal. L'un et l'autre se diffèrent que par degré et non pas par nature. Les causes du comportement humain n'étant pas recherchées dans des actes de conscience. Et dans les significations qu'elle délivre, il relève de la relation de l'organisme physique avec le milieu dans lequel il se trouve. La formule stimulus-réponse condense cette approche. L'homme, il demeure un système biologique et la position behavioriste affirme qu'il n'est rien de plus que cela. Si l'être humain n'est qu'un système biologique, il n'est qu'un ensemble de processus matériels, ce qui fait que le comportement est réduit à la somme des étapes physiques. Tout ce qui relève d'une soi-disant une activité de conscience, des besoins, des désirs, ne sont que des sous-produits de processus biologiques, des effets secondaires d'une activité première, et qui en tant que tels n'ont pas d'intérêt véritable. Pavlov a été taxé de réduire l'homme à l'animal. Il n'avait cependant pas attendu l'avis de ses critiques pour se préoccuper des conditions des conduites symboliques et verbales et des phénomènes de conscience. C'est pour cela qu'on va voir naître un deuxième courant, une deuxième déclinaison, si j'ose dire, du néo-behaviorisme. Donc, le second quart du siècle vit se multiplier les tendances à l'intérieur du behaviorisme, de telle sorte que l'on doit parler des divers courants néo-behavioristes, plutôt que d'une école ou d'une doctrine homogène. Certains de ces courants sont revenus à des positions de compromis tels Watson, Skinner et Tolman. Pour le néo-behaviorisme, la psychologie, s'il veut être une science, doit se donner pour objet des phénomènes observables, tout comme le behaviorisme, à l'aide des méthodes habituelles des sciences de la nature. Il doit rechercher objectivement les variables dans ces phénomènes sans fonction. Cette position a paru beaucoup inadmissible parce qu'il réduirait le champ de la psychologie au seul acte moteur accessible à l'observateur et on excluait ces innombrables événements intérieurs que tout être humain sait se dérouler en lui. Elle ne nie nullement les phénomènes intérieurs, mais elle dénie au sujet l'aptitude à fournir une analyse scientifique. Elle dénie aux événements psychiques internes, si l'on veut, aux événements mentaux, un statut forcément différent de celui des conduites aisément repérables de l'extérieur. Le problème de la psychologie est de les rendre accessibles à l'analyse, de les traiter comme des comportements et non comme des sources abstraites et invérifiées des comportements. Donc, avec le néo-behaviorisme, on s'inscrit dans une deuxième génération. Ici, on parlerait
du conditionnement opérant. Historiquement, c'est John Watson qui a été le premier à utiliser le terme behavioriste. Sans nier l'existence des états de conscience, Watson insistait sur le fait que, n'étant pas observables, ces états ne pourraient et ne pouvaient pas être étudiés. Skinner et Watson furent des théoriciens qualifiés de périphéristes, dans le sens où ne se préoccupent pas de ce qui se passe dans l'organisme, entre le stimulus et la réponse. Ils ne niaient pas l'existence des processus internes, mais ils considéraient que l'état des connaissances biologiques de leur époque était insuffisant pour expliquer le fonctionnement de l'esprit, pour expliquer la boîte noire. Pour le behavioriste Watson, il faut appliquer à l'étude de l'homme la même objectivité qu'avec les méthodes éprouvées pour le monde animal. Le néo-behaviorisme se distingue du behaviorisme par l'introduction de certaines variables intermédiaires entre le stimulus et la réponse, comme la carte cognitive, la motivation, et par l'usage du conditionnement opérant et à des fins d'enseignement. L'instruction étant programmée en fonction des stimulus adéquats pour provoquer certains types d'apprentissage. Watson puis Skinner, il insiste sur le fait que l'étude des processus psychologiques ne peut se faire qu'à travers l'observation objective des comportements manifestés par l'individu. Pour eux, la science ne s'intéresse qu'à ce qui est observable. C'est la conception qui fait de l'esprit une boîte noire. Avec l'animal, l'introspection ne peut constituer une méthode d'étude des phénomènes psychologiques. Seule l'observation confirmée par plusieurs observateurs garantit l'objectivité. Cette observation recourt à la méthode expérimentale qui permet d'établir des lois scientifiques entre les phénomènes observés. Les néo-behavioristes sont eux-mêmes en conformité avec les thèses évolutionnistes, c'est comme les behavioristes, selon lesquelles les réponses de l'organisme ont une fonction adaptative. Elles constituent des adaptations au changement du milieu. L'organisme apprend à produire les réponses qui lui permettent de s'adapter à son milieu. Les différents renforcements du milieu optimisent l'adaptation de l'organisme aux exigences de son environnement. Pour reprendre les postulats généraux mis en œuvre par les néo-behavioristes, on citera Skinner lui-même à travers un résumé qu'on saurait mieux rendre. L'individu est avant tout un organisme, le membre d'une espèce et d'une sous-espèce qui possède un équipement génétique qui détermine les caractéristiques anatomiques et physiologiques qui sont le produit des contingences de survie auxquelles l'espèce a été exposée pendant le processus d'évolution. L'organisme devient une personne lorsqu'il acquiert un répertoire de comportements dans les contingences de renforcement auxquelles elle est exposée au cours de son existence. À tout moment, le comportement qu'il manifeste est sous contrôle de la situation externe. S'il est capable d'acquérir un tel répertoire dans telles conditions de contrôle, c'est grâce à des mécanismes de conditionnement qui font également partie de son équipement génétique. Skinner, de son côté, est resté radicalement attaché à certaines conceptions de Watson, qu'il a approfondies et explicitées, tout en dépassant, bien sûr, des points de Watson que le néo-behavioriste suivent. Il s'intitule lui-même un behavioriste radical. C'est Skinner qui s'intitule un behavioriste radical. Skinner adopte le postulat de l'automatisme de l'association, à savoir que l'association entre le stimulus et la réponse se fait hors conscience et implique une liaison nerveuse, de même que le postulat selon lequel l'apprentissage relève de la formation des associations sur le même principe. Par-delà, l'équation stimulus-réponse, dont la formule ne rend compte que d'une partie limitée des comportements qu'on appelle réflexes, Skinner
accorde un privilège à l'action que l'organisme exerce sur le milieu, d'où le conditionnement opérant. Opérant signifie que l'organisme opère une action sur le milieu. Il s'agit d'une vision dynamique de la causalité du comportement. De fait, l'approche attribuant une antériorité causale au stimulus est ici révisée. Elle est simple séquence stimulus-réponse est transformée. Il ne s'agit pas d'établir le lien causal entre un stimulus déclencheur de comportement et une réponse comportementale que de mettre les éléments présents en corrélation. Cela ne signifie pas que l'environnement n'intervient pas de façon essentielle dans le comportement des organismes vivants, car les conditions du milieu restent ici un élément fondamental de l'interprétation. Opérant signifie également que les réponses ne sont pas provoquées en réaction à un stimulus particulier, mais émises dans une structure environnementale donnée en fonction d'elle. Ainsi, avec les pigeons et le rat qui a été l'animal de prédilection des investigations skinneriennes, placé dans un cage et attaché à son exploration, va manifester divers comportements. Fureter, s'immobiliser, se dresser contre les parois, etc. Parmi ces comportements exploratoires, il va lui arriver de presser par hasard sur un levier commandant la délivrance de la nourriture. Il va obtenir ainsi de la nourriture. D'abord fortuit. Ce geste sera répété dans des circonstances semblables et liées au hasard, mais bientôt le comportement pressé sur le levier va se multiplier et devenir une activité centrale de l'animal. Avec l'importance qu'acquiert la répétition du comportement, un processus déterminé s'est donc effectué. Pour Skinner, la conséquence résultant du comportement pressé sur le levier. Dans ce cas-ci, l'obtention de la nourriture va renforcer la probabilité d'apparition de ce même comportement. Une notion importante de l'approche skinnerienne est donc celle de renforcement. Les conséquences qui augmentent le débit renforcement sont positifs ou bien négatifs, selon que leur rôle renforçant est lié à leur apparition ou à leur élimination. La classe de réponse dont dépend la présentation d'un renforcement est appelée un opérant. Le terme suggérait une action sur l'environnement suivie par le renforcement. De fait, pour Skinner, le renforcement est l'élément déterminant l'apparition et l'acquisition d'un comportement, et il vaut pour tout comportement. Cette notion n'a forcément rien à voir avec la qualité des sensations qui peuvent accompagner un renforcement, tel le caractère agréable ou désagréable d'une situation quelconque. Selon Skinner, du point de vue de la théorie de l'évolution, le caractère renforçant provient de la valeur de survie et non de quelques sensations. C'est ce qui permet à ce savant d'affirmer que si nous nous arrêtons pour écouter un oiseau, c'est parce que nous sommes renforcés en l'écoutant. Le renforcement positif se manifeste ainsi comme qui sous-entend la probabilité d'apparition d'un comportement donné, de même que son maintien. À l'inverse, le renforcement négatif sera le facteur explicatif du comportement d'évitement, de sorte que la conséquence associée à la réponse manifeste la propriété d'augmenter la force de l'association, et ceci dans sa version positive ou négative. Dans ce sens, le renforcement est considéré comme un facteur contrôlant du comportement. Par ailleurs, le renforcement s'insère dans un ensemble de contingences représentant la situation ou le comportement lui-même, ainsi que les conséquences qui en résultent. On parle en termes de contingence de renforcement.
Si le renforcement contrôle la réponse de l'organisme, il est toutefois étroitement associé à certains éléments de l'environnement, ce qui permet encore de souligner l'importance de ce dernier dans l'acquisition de comportements. L'environnement ne provoque pas les comportements, mais quand ils sont émis, il en sélectionne, on maintient quelques-uns, on élimine d'autres, on augmente un certain nombre et modèle de nombreux comportements à partir d'approximations successives. Ainsi, malgré tout le poids accordé par Skinner à la notion de renforcement, lui permettant de dire que tout comportement ou toute action ne valent que considérés sous ce critère de renforcement, il n'en exauce pas moins, qu'en postulant la notion du milieu sous l'angle particulier de son action sélective sur l'organisme. On trouve là le sens de la notion de sélection du comportement par l'environnement. C'est parce que l'environnement présente des conditions qui vont être déterminantes, c'est-à-dire renforçantes pour l'individu, qu'il peut être dit sélectif. L'approche skinnerienne conserve elle aussi les notions corollaires présentes dans l'approche du conditionnement répondant, en proposant les nuances qu'appelle la théorie du conditionnement opérant, l'extinction, la discrimination, la généralisation et l'évitement. Dans des tentatives comparant l'approche du conditionnement répondant à celle du conditionnement opérant, il a été proposé que la première serait un fragment de la seconde, de sorte qu'on peut penser que les travaux de Skinner élargissent en quelque sorte la première approche stimulus-réponse. On soulignera par ailleurs que l'approche skinnerienne a été importante non seulement sur le plan théorique mais également sur le plan pratique. Skinner s'est en effet attaché à l'énonciation de retombées de la théorie du conditionnement opérant dans des domaines de la pédagogie et du fonctionnement social, pour ne citer que cela. Ce qu'on a appelé la pédagogie par objectif a intégré le résultat de ces travaux et a donné lieu à une conception renouvelée de l'enseignement et de l'apprentissage. Maintenant, on va voir, toujours avec les néo-behaviorismes, la conception de Tolman. Il faut savoir que Tolman a resté fidèle aux principes fondamentaux du behaviorisme, à savoir rejeter la méthode introspective et étudier les phénomènes à partir des comportements observables. Il propose un modèle de base, stimulus, organisme, réponse, qui élargit le modèle stimulus-réponse et introduit une force symbolisée par un organisme qui guide, pour ainsi dire, les réponses et sélectionne les stimulus. Tolman se singularise par sa conception du comportement. Un acte ou bien une action globale porteur d'intentionnalité répondant à une situation stimulus. C'est surtout une activité manifestant une tendance à atteindre ou à éviter certains objets buts à l'intermédiaire d'objets, moyens et de réactions. Ceci persistant éventuellement sous des formes variables jusqu'à l'atteinte ou à l'évitement des objets buts, et se réalisant de plus en plus aisément et rapidement lorsque la situation se répète. Le conditionnement semble donc déterminé par la perception que l'organisme a d'un stimulus. Selon Tolman, il y a apprentissage si et seulement si l'individu a perçu la signification ou les divers traits de la situation stimulatrice rencontrée, et par la suite, si les actions sont intentionnelles. C'est donc l'appréhension du stimulus et non pas le renforcement qui engendre un résultat dit apprentissage, d'où l'importance de bien reconnaître ces signes, c'est-à-dire les stimulus, qui éveillent des dispositions à agir dans telle ou telle direction. Cette théorie de l'apprentissage intentionnel se présente comme un trait d'union entre le behaviorisme et le gestaltisme théorie, et même le cognitivisme. Mais quelle est la place de l'enseignement-apprentissage dans cette théorie du néo-behaviorisme?
Donc, les caractéristiques effectives des élèves sont d'abord la conséquence au moins partielle de l'enseignement. Ils sont acquises ou changées par l'apprentissage. Cet énoncé, il condense la vision et l'objectif d'un éducateur behavioriste en ce qui concerne la conception, ainsi que le type d'intervention à pratiquer dans le contexte éducatif. Changer le comportement par apprentissage, modifier les attitudes, les sentiments, les valeurs, les émotions, les dispositions, etc. Il s'agit d'abord et essentiellement d'axer l'intervention sur le postulat de l'apprentissage qui s'entend au concept d'acquisition et d'adaptation. Acquérir, apprendre, s'adapter sont équivalents. Par ailleurs, l'apprentissage étant en quelque sorte le pôle jumeau de l'enseignement. Enseigner, apprendre, acquérir, s'adapter devient la voie unique de pratique. Dans son rapport à l'élève et selon ses définitions minimales, l'éducateur est l'activité consistant en apprentissage des contenus académiques. Celui-ci équivaut à l'acquisition de comportements complexes et ainsi à une modification de comportement. D'un point de vue de l'enseignant, l'intervention consiste à organiser les conditions de l'apprentissage de façon à le faciliter, à accélérer l'apparition de comportements qui, sans cela, ne seraient que lentement acquis ou n'apparaîtraient jamais. On doit également à Skinner la formulation fondamentale d'une nouvelle procédure. Il s'agit d'abord de définir les comportements dits terminaux, soit ceux que les élèves sont censés manifester au terme de l'intervention éducative, ensuite de procéder à l'aménagement des contingences. En ce qui a trait à celles que représentent les contenus académiques, une mise en ordre séquentielle, linéaire et établie qui respecte l'articulation des difficultés présentées. Pour ce faire, la matière est découpée selon une progression allant du simple au complexe et présentée sous forme de segments dont chaque contenu devra être acquis par l'élève avant qu'il puisse accéder à l'étape suivante. Par ailleurs, une attention considérable est portée au renforcement. On sait que dans le conditionnement opérant, les conséquences positives ou négatives suivent immédiatement la manifestation du comportement. Cette dimension temporelle d'immédiateté étant déterminante pour l'acquisition d'un comportement. Pour Skinner, c'est là un des grands problèmes de l'enseignement traditionnel et un des grands défis de l'éducation néo-behavioriste. L'enseignant doit renforcer l'élève et mettre tout son soin à aménager l'environnement éducatif dans ce sens. Mais dans la mesure où Skinner s'est attaché au comportement général, c'est-à-dire sans accorder d'importance véritable à sa qualification en cognitif ou en affectif, ce dernier n'a pas fait l'objet d'une attention particulière et il est resté dans le contexte du conditionnement opérant un simple comportement. Pour ce psychologue expérimental, la réussite ou l'échec des élèves reflète et sanctionne avant tout la nature qualitative de l'environnement éducatif en place. Un bon aménagement des contingences est un gage de réussite, alors qu'un mauvais environnement ouvre à l'échec. Dans le domaine pédagogique, Skinner se consacre à l'élaboration d'enseignements programmés. Il rappelle dans son autobiographie comment se déclencha son intérêt systématique pour cette application des données expérimentales à l'éducation. Assistant à une leçon d'arithmétique dans la classe de sa fille, elle fut frappée soudain par l'absurdité de la situation. Il avait dans cette classe une vingtaine d'organismes extrêmement précieux, sans qu'on puisse lui en faire greffe. L'institutrice violait un peu près tout ce que nous savons sur les mécanismes d'apprentissage. J'entrepris, c'est Skinner qui parle, d'analyser les contingences de renforcement qui pourraient être utilisées à l'enseignement des matières scolaires et mise au point une série de machines à enseigner qui permettaient au maître de fournir à l'élève individuellement de telles contingences. C'est une citation de Skinner.
De ce fait, une application concrète de la théorie néo-behavioriste s'est développée dans l'éducation sous la forme de l'enseignement programmé. Skinner le décrit comme un système visant à un usage efficace des renforcements. Dans l'enseignement programmé, l'élève progresse par paliers. Les échelons sont petits de manière à assurer un renforcement immédiat. À chaque pas, l'élève connaît l'objectif et sait où il est. L'enseignement programmé est organisé autour de la définition opérationnelle des objectifs. Certaines conditions sont à respecter pour améliorer les apprentissages des enfants. Tout d'abord, il faut que les élèves pensent pouvoir atteindre les objectifs définis. Ils doivent donc estimer avoir les compétences nécessaires pour atteindre les buts fixés. Ensuite, les objectifs doivent être transmis aux élèves, acceptés et partagés par tous les partenaires impliqués dans la démarche d'apprentissage. L'information donnée aux élèves leur permet de s'imposer dans le projet de l'enseignement. Également, les objectifs ne doivent pas être trop nombreux. On constate que plus il y a d'objectifs et plus la performance baisse. Également, dans cette approche, le feedback de l'enseignant est très important. Celui-ci doit informer les élèves des progrès accomplis par rapport aux objectifs, ce qui leur permettra d'évaluer leur organisation et de mesurer le travail à accomplir encore pour atteindre les objectifs. Également, le feedback est surtout efficace lorsque l'objectif est précis. La connaissance des résultats améliore nettement le score lorsqu'un but précis est fixé, alors qu'il paraît sans effet lorsque le but est vague. Enfin, je dirais la récompense est attribuée à l'enfant lorsqu'il atteint l'objectif, ce qui renforce l'apprentissage et la motivation. Mais, d'après tout cela, quelles sont les limites de cette théorie? Il n'est aucune place pour l'artiste dans le cadre néo-behavioriste. Cette possibilité tient à la nature d'une pensée dont la formalité close sur les principes que nous avons vus réduit l'affectivité à son plus petit registre, celui des contenus justement quasiment transvasés par la causalité de l'extériorité et du milieu à l'intériorité de l'individu, moyennant le renforcement. Les sentiments, les valeurs, les émotions, qui ne sont que des termes génériques, signifient des vécus relatifs à l'amour, à la honte, à l'ardeur, à la souffrance, à la joie, à la tristesse, à la responsabilité, à la solitude, ainsi de suite. Donc, en outre, la dynamique synergique forme le tissu de l'existence humaine, sont réduits à des simples choses manipulables par le conditionnement. Cette nouvelle science, qui est la psychologie, en train de se constituer comme une discipline autonome, procède par réduction pour se garantir le statut de vraie science. C'est l'organisme dans sa dimension matérielle qui est seul pris en compte en vue de la mise en évidence des processus physiques mais aveugles qui l'animent, la dimension physique de l'organisme. Un psychologue de laboratoire dressant à longueur de vie rats, pigeons, passe aisément pour un esprit sec et désincarné, aveugle à tout ce qui fait la grandeur de l'âme humaine, ignorant les remous de la vie affective, les richesses de la vie mentale, sous-estimant la prodigieuse complexité du langage. On pourrait dire de lui que tout ce qui est humain lui est étranger. Toute théorie psychologique qui ferait une large place au conditionnement sera donc rejeté au nom de l'homme et de sa liberté, et ne peut qu'être grossièrement réductionniste et ravaler naïvement l'homme à l'animal, ou bien s'il a quelques visées pratiques, il déguise sans doute les intentions les plus diaboliques. On fait souvent au behaviorisme, au néo-behaviorisme, le reproche de considérer l'organisme comme une table rase.
sur laquelle s'inscrivaient au cours de la vie les influences du milieu, responsable exclusif de ses conduites. L'homme serait comme le rat, conditionnable à merci. Cette conception a soulevé des objections également rigoureuses de deux côtés fort différents. Ceux pour qui l'homme est un être libre, sans qu'il se donne généralement la peine de préciser ce qu'il entend par là, concèdent à la rigueur que le rat puisse être le jouet de son environnement, mais soutiennent que l'homme a le pouvoir de lui échapper. D'autre part, certains biologistes qui s'intéressaient à l'apparition des comportements à travers l'évolution des espèces insistent sur l'importance des déterminismes génétiques et affirment que le rat n'est conditionnable que dans les limites qu'autorise son équipement héréditaire. L'homme lui-même est tributaire de son héritage biologique qui définit sa vraie nature, que ne pas trahir le vernis de ses apprentissages. Les néo-behavioristes ont négligé de nombreuses questions importantes concernant les processus mentaux. En particulier, ils ignoraient dans une large mesure les arguments avancés par la psychologie de la forme, la neurologie, la psychoanalyse et même le sens commun qui tout soulignait l'importance des processus mentaux situés entre les stimulus et les réponses. Les néo-behavioristes et les behavioristes aussi réduisaient la vie mentale aux techniques qu'ils utilisaient pour l'étudier et limitaient le domaine de la psychologie expérimentale à quelques sujets et excluaient certaines des caractéristiques les plus fascinantes de la vie mentale, comme les processus cognitifs à l'œuvre lors de l'apprentissage et du rappel. Ces processus mentaux se produisent dans le cerveau sous-tendent la perception, l'attention, la motivation, l'action, la planification et la pensée, de même que l'apprentissage et la mémoire. Pour cela, on va voir naître un troisième courant, c'est le gestaltisme. Donc, le mot allemand gestalt se traduit par forme ou bien structure. Et le verbe gestalten signifie mettre en forme, donner une structure signifiante. Par exemple, une table prend une signification différente pour nous selon qu'elle est recouverte de livres et de papier ou bien qu'il est recouvert d'une nappe. Sa gestalt globale elle va être changée. Ainsi, la gestalt théorie signifie la théorie de la forme. Mais il s'agit en réalité de quelque chose de plus complexe qu'aucun mot ne traduit exactement. Donc, Christian von Ehrenfeld est celui qui utilisa pour la première fois en 1890 le terme gestalt au sens psychologique actuel. Parmi ses étudiants figure notamment Max Otterman, qui développa par la suite la gestalt psychologie avec Kohler. Il faut savoir que la psychologie de la Gestalt se développe principalement dans la première moitié du XXe siècle en Allemagne, en Autriche et ensuite en Italie et aux États-Unis, et se présente comme une réaction à l'associationnisme. Les gestaltismes vont mettre en évidence que la perception n'est pas objective. Elle dépend à la fois des caractéristiques de l'environnement dans lequel est placé l'objet et des attentes du sujet. Pour ce courant, les stimuli ne sont pas perçus séparément associés mentalement. De plus, en Gestalt, on peut étudier l'organisme sans le relier à son environnement. L'être humain y est compris comme un système ouvert qui interagit activement avec son environnement. De plus, ils font l'hypothèse que les formes n'existent pas que dans le domaine de la pensée. Un être vivant est un système. L'organisme répond lui aussi comme un tout. Pour eux, il existe un parallélisme entre les formes physiologiques et psychologiques, présentant une structure commune. C'est ce qu'il appelle le principe de l'isomorphisme. En résumé, ce principe indique que les formes répondent aux mêmes lois dans le monde physique, dans le monde physiologique et dans le monde psychologique. Donc, dans ces trois modes, le mode physique,
le monde physiologique et le monde psychologique. Il s'agit là d'une hypothèse très forte qui a été immédiatement controversée. À cet égard, la structuration des formes ne se fait pas au hasard, mais selon certains principes naturels qui s'imposent au sujet lorsqu'il le perçoit. Deux principes fondamentaux sont mis en évidence ultérieurement par les Gestalt. Le premier principe, c'est le principe d'unicité, qui prône que le tout est une réalité différente de la somme de ses parties. Or, pour la psychologie classique, une même excitation doit toujours produire la même sensation. Quand les excitants sont constants, les sensations le sont également. Les gestaltistes affirment que la forme est perçue immédiatement et globalement. On parle ici du principe de holisme. La psychologie analytique isole des sensations de manière artificielle. Une sensation isolée n'a psychologiquement aucune existence réelle. Pour les gestaltistes, ce sont les formes qui constituent les éléments fondamentaux et indécomposables de l'activité de l'esprit. Les gestaltistes prétendent que nos perceptions immédiates absorbent l'agencement total de stimuli en une forme intégrée, répondant ainsi que le principe précité, qui est une forme est autre chose ou quelque chose de plus que la somme de ses parties. Le deuxième principe, c'est le principe de prégnance. Pour les gestaltistes, il existe des formes fortes et des formes faibles, selon le degré d'intégration des parties qui les constituent. Les choses leur apparaissent comme telles en raison de la structuration des champs perceptifs, le rapport entre la figure et le fond. Ce n'est pas un objet isolé qui simule l'organisme, mais un ensemble structuré. Il y a de perception que par les structures. Pour les Gestalt, les formes régulières, symétriques sont les plus fortes. Il existe une tendance pour les formes plus complexes à évoluer vers une structure aussi simple que possible. Ici, on parle du principe de la bonne forme. D'autres lois définissent les rapports entre différents éléments de la forme. Ces travaux se poursuivent en énonçant un certain nombre de lois de l'organisation perceptive, la loi de la proximité, la loi de la ressemblance, de la symétrie, de la clôture. Ces lois démontrent que l'objet perçu n'est pas conforme à la réalité de l'objet. Certains phénomènes, tels des illusions optiques ou celui des figures réversibles, mettent en lumière ce processus. Dans le fameux exemple du vase de Rubens, si l'œil a tendance à percevoir un vase, elle applique une forme connue à une image donnée. Un apprentissage est nécessaire pour percevoir l'autre signification de l'image qui représente deux visages de profil. Et donc, la reconnaissance d'une figure dépend des facteurs personnels comme la familiarité, l'intérêt ou la motivation. Il faut savoir également que la théorie de la Gestalt étudie des ensembles de configurations signifiantes par rapport auxquelles se situent les individus et par rapport auxquelles elles agissent. Étant donné que ce sont les études de Korler sur les singes qui ont surtout contribué à étendre la théorie de la forme au phénomène d'apprentissage. Korler disait que l'apprentissage se produit par insight, c'est-à-dire que le nouveau mode de réaction est acquis par l'intermédiaire d'une activité de compréhension, de saisie cognitive soudaine, de relations d'appartenance entre des éléments ou d'événements jusqu'alors séparés. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'insight? Il désigne un brusque réarrangement des éléments du perçu, entraînant une réaction nouvelle et soudaine, différente des apprentissages antérieurs. L'apprentissage par insight est une approche de l'apprentissage en ce sens qu'il utilise face à une sensation nouvelle les informations déjà présentes dans la mémoire. Ce qui l'en différencie toutefois, c'est la façon dont les éléments du problème sont dès lors organisés en fonction de ces informations pour produire une solution nouvelle s'imposant brusquement au sujet. C'est Korler qu'on doit la mise en évidence de ce type d'apprentissage. Il va observer un singe placé devant le problème consistant à atteindre une banane déposée hors d'atteinte.
à l'extérieur de la cage. L'animal n'a à sa disposition que 2 bâtons emboîtables, l'un dans l'autre, chacun d'eux étant trop court pour rejoindre le fruit convoité. Le singe de Corlair, après avoir manipulé un premier bâton puis le second, s'arrête pendant de longs instants en observant les environs et les éléments qui s'y trouvent, puis amorce soudainement une démarche dont les différentes étapes s'enchaînent de façon logique et saisit les 2 bâtons, les emboîte l'un dans l'autre et, à travers les barreaux de la cage, ramène à lui la banane. D'autres expériences qui s'inscrivent dans la même perspective sur un singe désireux d'atteindre une banane suspendue au plafond de la cage doit organiser en pyramide des caisses dans sa cage. Parmi les 7 singes étudiés par Corlair, un seul accède seul au résultat. Les autres doivent y être aidés une première fois. Le problème résolu, il le répète aisément. C'est à cet agencement intériorisé qu'on a donné le nom d'insight. Littéralement désigné, c'est une vision en dedans. Ce terme rend compte du fait que la réponse surgit spontanément sans l'intervention d'une approche par essai et erreur ni d'un quelconque façonnement. Corlair remarque que l'apprentissage est affaire d'intelligence et que celle-ci se caractérise par l'adoption d'un détour ou d'une manœuvre destinée à maîtriser la situation qui fait problème sans que pour autant l'individu ait à répéter une même conduite. L'important est qu'il ne se borne pas à répéter une conduite stéréotypée suivant les contingences de renforcement. Il arrive certes qu'il commette des fautes, mais certaines fautes sont des bonnes fautes, comme celle qui consiste à dresser verticalement contre le mur une caisse pour atteindre une banane suspendue au plafond. S'il doit se tenir la caisse pour qu'il ne s'écroule pas, le singe ne peut l'utiliser comme escabeau. Il reste qu'il a au moins exploité une des qualités qui pourrait en faire l'instrument adéquat pour arriver à ses fins. Il fait donc preuve d'insight, c'est-à-dire d'intuition, d'intelligence ou d'ingéniosité, au lieu d'obéir à la situation. Or, même si l'insight semble être le propre des espèces supérieures et plus particulièrement des primates, on peut avancer, comme l'avait fait Tolman pour l'apprentissage latin, qu'il s'agit là d'un processus qui serait déjà présent dans l'apprentissage par conditionnement. Donc, selon la théorie de la Gestalt, l'apprentissage se réduit à penser, à résoudre des problèmes. Cette opération se fait par la structuration, la reconstructuration et la concentration sur des données vis-à-vis de ce qui est demandé dans la situation. Dans notre mémoire, les structures se forment et se différencient par des rapprochements associatifs. Pour les gestaltistes, la doctrine associationniste ne permet pas de comprendre l'organisation et la finalité de la pensée. Les principes gestaltistes vont également remettre en cause certains travaux behavioristes à un moment où le behaviorisme constituait la pensée dominante. En se posant à quelques-uns des principes de base du behaviorisme, le gestaltisme va également poser les premiers jalons du modèle cognitiviste. Donc, il y a également des perceptions incompatibles d'une personne mènent à une expérience de dissonance et à des processus de perception qui tendent à réduire cette discorde. Dans un groupe, compris comme un ensemble interpersonnel, on constate une tendance vers des rapports excellents par l'échange des forces et des besoins. Donc, on pourrait dire que, en somme, la préoccupation majeure des gestaltismes n'est pas l'apprentissage, mais la conception et les activités cognitives. De plus, l'animal de Skinner, bien qu'actif et capable de conditionnement complexe, n'est guère inventif. Le singe de Corlair, quant à lui, paraît structurer la situation à sa manière. Son comportement n'est pas dissociable en segments. Elle suppose une saisie globale et par lui-même, il met en exergue une certaine créativité.
Maintenant, on va parler du cognitivisme. Je dirais que depuis que Socrate a suggéré pour la première fois que les hommes possédaient des préconnaissances, des connaissances innées sur le monde, la philosophie occidentale a débattu plusieurs des questions suivantes. Comment apprenons-nous de nouvelles informations sur le monde et comment ces informations sont-elles stockées en mémoire? Quels aspects de la connaissance sont innés et dans quelle mesure d'expérience peut-elle influencer cette organisation innée? Donc, les études de la psychologie expérimentale ont d'abord reporté sur la perception. Ensuite, les chercheurs se lancèrent progressivement dans les travaux plus complexes sur l'esprit et tentèrent de soumettre les phénomènes mentaux à l'analyse expérimentale et quantitative. Le pionnier dans ce domaine fut le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus qui, dans les années 1880, introduit l'étude de la mémoire en laboratoire pour étudier la mémoire de manière objective et quantitative. Ebbinghaus voulait utiliser des items standardisés homogène. Dans ce but, il inventa un nouveau type de syllabe dans laquelle une voyelle est placée entre deux consonnes, comme par exemple zug. Il construit environ 2300 syllabes de ce type. Les décrit séparément et les écrit aussi sur des morceaux de papier. Les mélangea et les tira au hasard pour former des listes pour ses expériences d'apprentissage. S'utilisant lui-même comme sujet, elle a pris des listes de ces syllabes et testa ensuite son rappel après différents délais. Elle mesura également le nombre de répétitions et le temps nécessaire pour réapprendre chaque liste. Ebbinghaus découvrit ainsi deux caractéristiques principales du stockage. Premièrement, il montra que les souvenirs ont différentes durées de vie. Certains souvenirs de courte durée sont retenus pendant quelques minutes. D'autres de longue durée persistent pendant des jours ou des mois. Deuxièmement, il montra que la répétition rend les souvenirs plus durables. C'est la pratique qui permet l'amélioration. Après une seule séance d'apprentissage, une liste ne peut être retenue que pendant seulement quelques minutes. Mais avec suffisamment de répétitions, la liste peut rester en mémoire pendant des jours ou des semaines. Quelques années plus tard, le psychologue allemand George Müller suggérait que cette mémoire qui dure des jours et des semaines se consolide avec le temps. Un souvenir qui a été consolidé est robuste et résistant à l'interférence. Comme vous savez, le behaviorisme fut le courant psychologique dominant dans l'étude de l'apprentissage et de la mémoire au début du XXe siècle. Cependant, il y a eu des exceptions notables à cette règle, comme des chercheurs qui privilégient les processus mentaux. Tout d'abord, il y a dans les années 1930, Hall et Tellman, qui sont des néo-behavioristes, vont tenter d'ouvrir la boîte noire et d'y repérer les variables cognitives ou affectives qui médiatisent les associations entre stimulus et réponses comportementales. On parlera alors du schéma stimulus-organisme et réaction bien réponse. Ces théoriciens font l'hypothèse que des processus psychobiologiques font le lien ou bien la médiation entre le stimulus externe et le comportement observable. Une variable intermédiaire est un concept théorique reliant entre eux divers concepts ou phénomènes. Elle ne correspond pas nécessairement à quelque chose du réel, mais à un moyen formel, c'est-à-dire logique, voire mathématique ou informatique. Les travaux de Hall dans le domaine de l'apprentissage montrent la possibilité d'établir des constructions hypothético-déductives qui, à la manière de ce qui se passe en physique et en chimie, engendrent des hypothèses et des modèles théoriques. En ce sens, Hall est celui qui va développer la formulation des processus cognitifs. Modèles et hypothèses pourront dès lors être confrontés à l'expérience en vue de les conserver ou de les rejeter. Son projet est de représenter l'organisme par un ensemble théorique. Tolman, il conçoit le comportement comme un tout.
On ne peut réduire un comportement à une suite d'associations. Pour lui, le processus d'émergence d'un comportement n'est pas linéaire. Entre les stimulus et la réponse agissent des variables intermédiaires très diverses. Pour Hall, tout comportement est organisé en fonction d'un but. La fonction précéderait la structure des comportements. Toute potentialité de l'organisme se trouve alors mobilisée, orientée, afin d'élaborer un comportement finalisé. Ce comportement finalisé est analysable en termes de fonctions, de forces et de stratégies mises en œuvre pour atteindre un but. Selon Tolman, l'organisme va construire des cartes cognitives. Il s'agit d'un processus composé d'une série de transformations psychologiques par lesquelles un individu acquiert, stocke et décode de l'information sur l'emplacement et les attributs d'un phénomène dans son environnement spatial de tous les jours. Une carte cognitive aide à simplifier et à coder l'interaction complexe de l'homme avec son environnement. Grâce à une série d'expériences, Tolman montre également que les arts n'appartiennent pas à une séquence stéréotypée sur la base de la répétition, mais qu'ils apprennent de façon géographique où se trouve la récompense. Les rats sont capables de déterminer le chemin le plus court menant à la nourriture. Tout se passe comme si les rats avaient construit une représentation du but et non une séquence motrice de nature cognitive que Tolman a nommée la carte cognitive. Mais qu'est-ce que c'est que la carte cognitive? C'est une représentation des connaissances environnementales. Elle inclut des connaissances sur les lieux, aussi bien que des connaissances sur les relations humaines et spatiales. Il entraîne l'intégration d'images, d'informations, d'attitudes sur un environnement. Il n'est pas une entité isolée du contexte. Tolman amorce une nouvelle manière d'aborder les processus psychologiques fondés sur le traitement de l'information par l'organisme en fonction de son environnement. Ainsi, le psychologue anglais Frédéric Bartlett fut l'un des pionniers d'une approche moins comportementale et plus cognitive de la mémoire. Elle suggéra que la récupération est rarement parfaitement exacte. La récupération n'est pas simplement la reproduction littérale d'une information stockée passivement en attente de sollicitation. La récupération est un processus essentiellement créatif, reconstructif. Selon ses propres mots, la récupération n'est pas la réexcitation des traces innombrables, figées, fragmentaires, sans vie. C'est une reconstruction inventive ou une construction fondée sur notre attitude à l'égard d'une masse entière active de réactions ou d'expériences passées, organisée et d'un petit détail saillant qui apparaît souvent sous la forme d'une image ou d'un mot. C'est une citation de Frédéric Bartlett. Dans les années 1960, de nombreux psychologues influencés par les travaux de Bartlett reconnurent le caractère réducteur du behaviorisme. Il admire que la perception et la mémoire dépendent non seulement de l'information externe, mais aussi de la structure mentale de l'individu qui perçoit ou que se souvient. Ces idées donnèrent naissance à la psychologie cognitive. L'enjeu scientifique était d'analyser non seulement les stimuli et les réponses, mais aussi les processus qui interviennent entre un stimulus et un comportement, le domaine précisément ignoré tellement par les behavioristes. En s'orientant vers l'étude des opérations mentales, les psychologues cognitivistes tentèrent de suivre le flux des informations provenant de l'œil, de l'oreille ou des autres organes sensoriels jusqu'à sa représentation interne stockée dans le cerveau en vue d'une utilisation ultérieure par la mémoire ou dans le comportement. Malgré son réductionnisme, le behaviorisme soulignait avec raison que les représentations internes ne sont pas facilement accessibles à une analyse objective. De ce fait, les psychologues cognitivistes durent admettre que les représentations internes des processus mentaux sont des constructions théoriques ténues, difficiles à appréhender expérimentalement.
Pour cela, la psychologie cognitive se développe. Il doit joindre ses efforts à ceux de la biologie pour couvrir la boîte noire et explorer le cerveau si longtemps ignoré par les behavioristes. Maintenant, on va voir le cognitivisme et les connaissances. Le cognitivisme est le secteur de la psychologie qui s'intéresse aux divers aspects de la connaissance. Il est, comme l'indique le suffixe, un courant qui envisage la connaissance sous un angle déterminé. Le terme est à la mode, s'il n'est pas facile à le définir. Il est au moins possible d'en souligner quelques traits majeurs. Le cognitivisme se caractérise par la référence à des notions qui ne possèdent un statut ni proprement biologique ni proprement socioculturel. Telles sont les notions de schème, représentation ou idée. Certains pensent que l'emploi de ces notions est transitoire et qu'il sera possible un jour soit de les éliminer pour les substituer des notions mieux fondées physiologiquement, soit de leur donner un contenu physiologique dont elles sont aujourd'hui dépourvues. D'autres pensent au contraire que la psychologie cognitive a un objet propre et que le progrès des neurosciences et des ethnosciences ne dispensera jamais le psychologue d'analyser la connaissance à son niveau propre. Donc, également, le cognitivisme a une partie liée avec l'intelligence artificielle, que ce soit dans sa version faible ou bien forte. Par définition, le cognitivisme fait peu de cas de phénomènes affectifs. Ce n'est pas son domaine, même s'il est clair que l'émotion peut tantôt favoriser la connaissance, tantôt l'entraver, voire la rendre impossible. Le cognitivisme va parfois plus loin, non seulement l'affectif qui n'est pas de son domaine, mais il est à considérer comme une classe de variables qui peuvent perturber le phénomène cognitif. Également, le cognitivisme entend répondre à des vieux problèmes qui se posent, par exemple les fabricants d'automates. Les cognitivistes vont s'intéresser aux opérations mentales et cognitives, aux processus psychologiques qui interviennent dans la boîte noire entre le stimulus et la réponse, entre l'environnement et le comportement. Selon cette nouvelle approche, l'explication et la prédiction des relations stimulus-réponse ne peut avoir lieu sans connaissance préalable des processus mentaux qui interviennent. C'est justement ce que les cognitivistes veulent comprendre. Le but étant de parvenir à une explication psychologique des processus mentaux qui mènent à une réponse. Mais quels sont les principales thèses du cognitivisme? Donc, premièrement, il existe un niveau d'analyse propre à l'esprit. On parle de la cognition qui n'est pas réductible à un niveau neuronal. Et la psychologie cognitive s'intéresse donc essentiellement à l'esprit. Deuxièmement, la métaphore de l'ordinateur joue un rôle crucial en psychologie cognitive. L'esprit étant vu comme un processus de traitement de l'information avec des notions d'accès, de stockage, de récupération. Donc, on va tout d'abord parler en général un petit peu de traitement de l'information. Je dirais que la révolution cognitive est un événement essentiellement américain, une réaction contre les limites imposées de la psychologie expérimentale par le behaviorisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux courants étaient déjà en place. Par exemple, la psychologie de la Gestalt, comme on a vu auparavant, le behaviorisme aux États-Unis, la psychologie pavlovienne en Russie, etc. La guerre a stoppé toute activité théorique et des changements progressifs importants sont arrivés après-guerre. Aux États-Unis, le début de la révolution du traitement de l'information date de la machine de Turing. Alan Turing a créé le domaine de l'intelligence artificielle. Elle tente de simuler ou de dupliquer l'intelligence humaine chez des machines non humaines comme les ordinateurs. Turing a imaginé une machine capable de résoudre la plupart des problèmes de calcul. Elle a aussi créé un test devenu fameux sous le nom de test de Turing permettant de répondre à la question suivante. Est-ce que les machines, c'est-à-dire les ordinateurs, peuvent penser comme les êtres humains? Dans ce test, les questions sont posées à la fois à une machine et à un être humain. Et si
les réponses données par les machines sont distinguables de celles données par l'être humain, alors on peut en conclure que la machine pense comme un être humain. Après, Claude Shannon et Weaver, ce sont deux ingénieurs. Ils ont popularisé les analyses théoriques de l'information en cherchant les moyens d'augmenter la pureté des messages entre le moment où ils sont envoyés et le moment où ils sont reçus. L'information fut initialement définie pour mesurer les capacités de communication sur les lignes téléphoniques. Mais cette définition mathématique de l'information a été ensuite utilisée en psychologie et en biologie. En bref, l'information existe lorsqu'un signal envoyé par un émetteur qui atteint un récepteur permettant à ce dernier de faire un choix parmi un ensemble de possibilités. La théorie de l'information proposée par Shannon et Weaver étudie les différentes transformations que l'information subit lorsqu'il entre dans les systèmes de communication, lorsqu'il opère dans le système et lorsqu'il quitte le système. Ces théories, comme l'approche du traitement de l'information, essaient de comprendre les structures, les processus et les mécanismes qui déterminent ce qui arrive à l'information entre le moment où celle-ci est envoyée et le moment où elle est reçue et utilisée. L'être humain, comme un ordinateur, est considéré comme un système de traitement de l'information disposant d'une mémoire à long terme et d'une mémoire à court terme et de différents processeurs traitant des symboles. Dans le cadre de traitement de l'information, l'être humain reçoit une entrée sensorielle, l'input, traite cette entrée, la stocke en mémoire et produit une sortie, l'output. Le terme entrée a remplacé le terme stimulus et le terme sortie a remplacé le terme réponse. De même, les termes stockage, codage, traitement, capacité, récupération, décision et programme décrivent les événements du traitement de l'information intervenant entre l'entrée et la sortie du système. Le cognitivisme défend l'idée que l'esprit humain peut être vu comme un système de traitement de l'information. À l'instar d'un ordinateur, on y rencontre deux catégories de systèmes, les systèmes à modules et les réseaux neuronaux. Donc, les premiers systèmes sont constitués de modules spécialisés assurant le traitement et le stockage de l'information. Ici, on parle de mémoire à long terme, mémoire explicite, mémoire de travail, etc. Donc, qu'est-ce que c'est la mémoire à long terme? On désigne sous le nom de mémoire à long terme les informations conservées pendant une durée importante. Les théoriciens ont divisé la mémoire à long terme en deux parties principales, la mémoire implicite et la mémoire explicite. Donc, en effet, les termes explicites et d'autres l'appellent aussi explicite et déclaratif. En effet, les termes explicites et déclaratifs désignent des connaissances auxquelles nous accédons de manière inconsciente. Il s'agit de connaissances dont nous savons généralement que nous les possédons, notamment les connaissances du monde et de nous-mêmes. Au contraire, les termes mémoire implicite et non déclaratif se rapportant aux connaissances auxquelles nous n'avons pas d'accès conscient, telles que les connaissances procédurales. Par exemple, rouler à vélo, par exemple. L'amorçage perceptif, ainsi que le comportement appris simple qui décrivent du conditionnement ou de la sensibilisation. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la mémoire explicite? Nous pouvons distinguer entre les choses que nous nous rappelons de notre propre passé et les connaissances que nous avons du monde et qui se rapportent pas à des événements de notre vie. Telle est la distinction entre mémoire épisodique et la mémoire sémantique proposée pour la première fois par Tulving. On peut prendre comme exemple de mémoire épisodique des épisodes de notre histoire personnelle, tels que la première rencontre d'un ami, la fête d'un anniversaire ou bien la première fois dont on a tombé de la bicyclette, etc. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la mémoire épisodique?
La mémoire épisodique implique un sentiment conscient d'événements passés. C'est une mémoire personnelle et biographique. Qu'est-ce que c'est que la mémoire maintenant sémantique? La mémoire sémantique, par contre, reflète des connaissances telles que dire l'heure, quel fut le dernier empereur, par exemple, l'Empire ottoman, comment faire cuire, par exemple, un repas, etc. Donc, la mémoire sémantique est une connaissance du monde indépendante des circonstances dans lesquelles on a acquise. En d'autres termes, l'information sémantique n'a aucun lien avec la mémoire épisodique. Il peut y avoir un chevauchement entre mémoire sémantique et la mémoire épisodique d'un événement, en ce sens que l'on peut se rappeler l'épisode où l'on a appris quel fut le dernier empereur, par exemple, de l'Empire ottoman. Mais en règle générale, cette distinction reste valide. Ce que nous savons du monde est séparé des souvenirs des événements de notre vie. Certains modèles font de la mémoire sémantique une composante de la mémoire déclarative, dans la mesure où il s'agit de connaissances dont nous savons et que nous les savons et que nous pouvons rappeler au niveau conscient en tant que fait déclarable. Toutefois, comme certaines données montrent que l'amnésie peut effectuer différemment la mémoire affecter différemment la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. D'autres scientifiques, notamment Tulving, qui a l'on doit ces termes, considèrent la mémoire sémantique comme une forme de mémoire implicite. La raison en est que des personnes souffrent de certaines formes d'amnésie deviennent incapables de former de nouveaux souvenirs épisodiques, alors que leur capacité d'acquérir de nouvelles connaissances sémantiques peut être partiellement préservée. Maintenant, qu'est-ce que c'est la mémoire implicite? La mémoire implicite, elle regroupe plusieurs formes de connaissances que l'on peut observer dans la vie quotidienne et que des épreuves élaborées selon un plan expérimental approprié peuvent mettre en évidence. La mémoire implicite comprend l'ensemble de la mémoire non déclarative. Les formes de mémoire que l'on peut classer dans la mémoire implicite comprennent les connaissances non déclaratives qui ont été apprises et retenues alors même qu'il n'existe pas de souvenir explicite de ces connaissances. Parle ici de connaissances procédurales du conditionnement. Parlons du deuxième principe, c'est les seconds sont constitués de petites unités fonctionnelles. On a parlé des neurones reliés entre elles, constituant des réseaux. Donc à ce propos, on va parler de John Anderson, qui peut être considéré comme l'un des théoriciens le plus représentatifs de la psychologie cognitive de la fin du XXe siècle. Elle a élaboré une série de modèles de réseaux sémantiques. La version la plus récente porte le nom de ACT. C'est une abréviation de Adaptive Control of Traits. Le modèle ACT a été conçu pour pouvoir rendre compte d'une grande variété d'activités cognitives telles que la mémoire, le langage, l'apprentissage, le raisonnement et la prise de décision. Pour Anderson, le fonctionnement de la pensée est unitaire et l'ensemble des processus cognitifs supérieurs constituent des produits diversifiés d'un même système sous-jacent. Le modèle ACT met l'accent sur la notion de contrôle d'un dispositif qui permet d'orienter la pensée et de superviser l'aspect transitoire des contenus de pensée. Anderson établit une distinction fondamentale entre les connaissances déclaratives et les connaissances procédurales. Les connaissances déclaratives sont celles des informations factuelles, alors que les connaissances procédurales sont celles qui lient les actions au but. Une autre notion importante dans la théorie d'Anderson concerne la mémoire de travail, qui constitue la part active des systèmes déclaratifs. C'est soit la zone où le travail est généralement exécuté. Le modèle d'Anderson ACT
s'intéresse à la manière dont peut être réalisé le passage d'un type de connaissance à une autre, en particulier le passage d'une connaissance déclarative aux connaissances procédurales. Pour Anderson, la maîtrise des connaissances déclaratives précède toujours celle des connaissances procédurales. Les connaissances déclaratives trouvent leur origine dans l'encodage des stimuli issus de l'environnement, puis transférés par la mémoire de travail vers la mémoire à long terme, alors que l'élaboration des connaissances procédurales fait appel à différents mécanismes tels que l'analogie, l'imitation et la compilation, c'est-à-dire l'automatisation. La mise au point du système ACT résulte d'une démarche de modélisation cognitive au cours de laquelle les différents mécanismes décrits ont été implémentés sur l'ordinateur pour être simulés. Pour prendre en charge l'implémentation, on a eu recours à un formalisme mis au point par les chercheurs en intelligence artificielle et connu sous le nom de règles de production. Donc, le traitement de l'information a conduit à revaloriser la mémoire à long terme, dont le rôle avait été minimisé par l'adoption du constructivisme piagétien, et à mettre l'accent sur les limites des capacités de traitement imputables et la capacité limitée de la mémoire de travail. Elle a également renouvelé les approches dans un grand nombre de domaines comme celui de la lecture, de la compréhension et de l'attention. Ainsi, la construction des cartes conceptuelles comme outil de structuration des connaissances, c'est-à-dire les connaissances sont présentées par un réseau de mots ou d'expressions langagières associées par des expressions relationnelles. Le développement d'instruments de remédiation cognitive, de logiciels éducatifs basés sur des systèmes experts sont imputables à ce courant. Dans le même sens, les premiers travaux de la psychologie qui ont contribué à relativiser le caractère objectif de la connaissance remontent au milieu des années 50 avec la publication de George Muller du fameux article intitulé Le nombre magique 7, par lequel il mettait en évidence les limites psychologiques de la mémoire humaine. Selon ce chercheur, cette caractéristique du fonctionnement cognitif ne permettait pas la mémorisation de plus de 7 éléments isolés, ce qui conduit à remettre en cause les principes même du behaviorisme qui décrit la mémoire comme un réceptacle dans lequel viennent accumuler les connaissances. Maintenant, on va parler du constructivisme. Après avoir terminé la partie consacrée au traitement de l'information. Donc, je dirais que le constructivisme psychologique est l'œuvre de Piaget qui est le chef de file de ce courant. Il cherche à reconstituer la genèse ou les phases de formation de l'intelligence. Il met l'accent sur l'aspect de construction progressive, sur des stades, des structures de connaissances, les schèmes et leurs fonctions adaptatives. Le constructivisme de Piaget est une conception cognitive puisqu'elle repose sur un modèle de l'esprit humain. Contrairement au courant cognitif anglo-saxon qui sont nés inspirés, l'esprit humain est conçu comme une structure qui évolue au cours du développement de l'individu sous l'influence de mécanismes à fondement biologique. La structure évolue vers des états d'équilibre caractéristiques de stade de développement. Piaget rend compte de ces structures en termes logico-mathématiques, ce qui a conduit à valoriser la logique comme source d'apprentissage. Même si ce que l'élève apprend est conditionné par les aspects structurés de sa pensée, une source essentielle de son développement est la nécessité d'une adaptation au contexte rencontré. Les actions du sujet constituent ainsi un levier puissant de l'apprentissage, particulièrement chez les jeunes enfants supposés être au stade sensorimoteur et plus tard au stade opération concrète. Le dernier stade étant celui des opérations formelles, préoccupé des conditions d'ordre situationnel et social permettant le déclenchement d'un tel mécanisme. Ces travaux de Piaget
sont basées sur l'observation de ses propres enfants et ensuite sur celle d'élèves dans des écoles primaires. Elle les observe dans des jeux et dans des activités parlant avec eux et les soumettant à des tests. Il remarque que le développement de la pensée au langage ne se fait pas d'une façon continue, mais par un ensemble des paliers d'acquisition regroupés en stades. Le psychologue suisse a qualifié son épistémologie de constructiviste. Dès lors, le développement de l'esprit n'est pas envisagé comme une simple table de cire sur laquelle vient s'imprimer et s'associer les connaissances. Piaget nous invite à concevoir l'activité cognitive comme une construction de structure de complexité croissante. Sa théorie remis au centre le sujet. Il devient l'acteur principal de son développement. Cette approche constructiviste suppose que le sujet construise ses connaissances au fil d'interactions incessantes avec les objets de son environnement. Cette construction résulte pour Piaget d'une autorégulation, d'un équilibre dynamique entre deux processus, l'assimilation et l'accommodation. Ces processus, visent à assurer une adaptation permanente de l'organisme à son environnement. Par l'assimilation, l'organisme modifie les données de l'environnement pour parvenir à les intégrer, à constituer une structure suffisamment stable. Parle ici de schème. Une fois la structure suffisamment stable, il pourra se transformer à son tour en vue de s'accommoder aux exigences de l'environnement. C'est un ajustement qui se fait par modification des schèmes d'assimilation lorsque ceux-ci s'avèrent inopérants dans une situation nouvelle. Donc, bref, le cognitivisme, tout comme le constructivisme, contribue à accorder à l'activité du sujet un rôle essentiel, alors que le behaviorisme conduit plutôt à penser au rôle de l'environnement sur le sujet. De surplus, beaucoup voient en la personne de Jérôme Brunner un autre précurseur du cognitivisme. Dans le cadre de leurs travaux sur la catégorisation basée sur le classement des cartes comportement des formes et des couleurs différentes, Brunner et d'autres constatent que les sujets utilisent des stratégies mentales différentes. Certains procèdent à partir d'une carte de référence, on parle de focusing. D'autres réalisent un classement basé sur un ensemble de cartes scanning. Cette notion de stratégie mentale constitue un changement radical de perspective par rapport à l'approche behavioriste, puisqu'il s'agit ici de s'intéresser directement au contenu de la boîte noire. Donc, pour finir cette théorie d'apprentissage, on va procéder au socio-constructivisme. Donc, la théorie vygotskienne et de manière générale, l'interactionnisme social incite à s'interroger sur le rôle du langage et des éducateurs dans le processus d'apprentissage. Les questions actuelles relatives aux fonctions exercées par le professeur, aux modes de tutelle et de médiation sont issues de ce cadre. Tous les problèmes évoqués sont pertinents en regard d'une modélisation minimale de l'apprentissage en termes d'un système triangulaire impliquant des sujets apprenant des savoirs et un professeur. Il nous semble donc un éclectisme théorique éclairé est préférable au dogmatisme théorique repérable ici et là, même dans les textes officiels les textes officiels de l'enseignement. Un tel éclectisme permet de conserver l'esprit en éveil, de ne pas être tenté de réduire la complexité des processus d'apprentissage, de se donner les moyens de nouvelles solutions si celles utilisées s'avèrent inopérantes. Et enfin, c'est sans doute le plus important, il conduit à ne pas enfermer l'élève dans un seul cadre. Nous sommes intimement convaincus que cette liberté accordée à l'élève lui est indispensable.
Dans le milieu éducatif, les variations de focalisation sur tel ou tel champ théorique expliquent pour des raisons diverses dans les années 1990, ou plutôt 70, ont été marqués par un avertissement important des contenus d'enseignement et des activités à proposer aux élèves. À ces périodes de transformation des contenus d'enseignement a succédé dans les années 1980 une période constructiviste où l'activité de l'élève est devenue la préoccupation première. Le rôle du maître est maintenant revalorisé et l'étude des pratiques enseignantes est au centre des recherches actuelles des sciences de l'éducation. De même, on note un intérêt accru pour ce qui concerne l'utilisation des nouvelles technologies et des pratiques de remédiation. En termes de conclusion, je pourrais dire que l'omission délibérée de la notion de conscience a valu aux deux approches du conditionnement répondant et opérant d'être taxées de paradigmes réducteurs dans l'étude du comportement humain. Tout en reconnaissant l'importance de la validité de la notion d'environnement, certains chercheurs ont réintroduit l'activité cognitive comme facteur jouant un rôle essentiel dans le comportement humain. Les théoriciens de l'apprentissage social semblent indiquer une période charnière entre le behaviorisme et le cognitivisme, dans la mesure où, entre les deux séquences, la première faisant référence aux éléments du milieu et la seconde au comportement humain, et se décide à ouvrir la fameuse boîte noire fermée par les behavioristes. Donc, avant de vous laisser, j'aimerais bien annoncer les titres des ouvrages dont j'ai usé. Il y a l'ouvrage Psychologie cognitive. Il y a également l'ouvrage Enseigner avec les technologies, favoriser les apprentissages, développer les compétences. Il y a également un ouvrage concernant l'histoire de la psychologie scientifique, un ouvrage concernant Skinner ou le péril behavioriste, également un ouvrage concernant la psychologie de l'apprentissage enseignement, une approche individuelle ou de groupe, et enfin un ouvrage concernant les apprentissages scolaires. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour tous éclaircissements et questions.